Le premier, c'est le plus récent. C'est le fait que la liberté publique au Cameroun, on a ajouté une clé de vie supplémentaire avec le fait que ça devienne une habitude qu'on refuse la parole aux députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que notre constitution est claire. La souveraineté appartient au peuple camerounais qui l'exerce à travers les élus ou bien directement à travers les référendums. Lorsqu'on arrive à museler les députés à l'Assemblée nationale, c'est un problème. L'autre chose également, c'est toujours concernant la liberté, c'est le fait que des personnes qui ont marché pour une raison lambda sont condamnées à 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout simplement parce qu'ils se sont levés un matin, ils ont répondu à un mot d'ordre de marche. Et la loi de 90 sur la liberté d'association prévoit 6 mois maximum pour ceux qui participent à une manifestation interdite. Donc, depuis 2018, il y a une régression sur l'application de nos droits, notamment les libertés publiques. Et cette année, on est allé plus loin en muselant même nos députés à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est un des éléments sur lesquels on doit revenir. Et j'espère qu'on ne va pas continuer à prendre nos libertés pour je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis quelqu'un qui a une vue plus ou moins plate, qui se refuse d'avoir des émotions, parce que je veux plus ou moins protéger mon cœur. Je vis la vie telle qu'elle se présente à moi. J'essaie effectivement de donner de temps en temps des coups de bout. Oh, vous pouvez me ramener à ça. À quoi? Non. Mais également là aussi que nous, dans le cadre de ce que nous voulons faire pour demain et après-demain, nous sommes plutôt dans une bonne dynamique, malgré les pandémies, malgré effectivement le contexte international qui est défavorable. J'ai eu la chance aujourd'hui d'être à l'Assemblée nationale où je vois un certain nombre de choses que j'essaie d'analyser, de lire avec un maximum de recul. Et je me rends compte que contrairement à ce que j'entends aussi ou là, avec ce langage plein de sinistrose là, le Cameroun est plutôt un pays solide. Et ça, effectivement, c'est réconfortant pour moi. C'est réconfortant également pour les générations qui arrivent. Il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des écueils, des contradictions, des éléments pour lesquels on ne s'entend pas, mais je crois que l'essentiel, il est sauf. Quand vous regardez tout autour de nous, nous avons plutôt un environnement totalement dégradé, c'est-à-dire que quand vous prenez uniquement la CEMAC, le Cameroun est quand même encore un pays debout. Il y a quelqu'un qui vient de soulever tout à l'heure les problèmes de respect des droits fondamentaux. Je crois également que là, sur la base, puisque vous parlez des élections, il faut également que les Camerounais continuent à se cultiver, qu'ils continuent à densifier leur culture en matière d'apprentissage démocratique. Quand on a dit effectivement qu'on est libre de faire des choses, on n'est pas libre de tout faire non plus. Et dans le cadre également, je crois que la meilleure chose qui nous protège le plus, c'est des droits et des règlements. Et ces lois et règlements-là méritent d'être respectés. Je parle de respect. Et d'ailleurs, quand vous regardez Montesquieu, il disait la soumission à la loi et au règlement que nous sommes nous-mêmes infligés, ce qui veut dire que, également qu'on était encore dans un niveau d'humilité qui ne peut pas être supporté par un pilote aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a des lois et des règlements qui doivent être respectés, je suis tout à fait heurté de voir qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que l'irrespect de la loi c'est la norme, ça ne peut absolument pas être la norme. Ce que je retiens globalement, les affrontements intercommunautaires, nous les avons beaucoup vécu cette année qui s'achève. Le nouveau livre, il est là. Je vous invite même déjà à avoir votre livre aussi. Donc, je disais tantôt les affrontements intercommunautaires que nous avons beaucoup regretté, ou bien nous regrettons. Nous avons aussi des revendications communautaire et cette histoire d'expropriation où on ne sait même plus à quel sens se vouer, ça devient pressant et c'est pourquoi moi je continue à interpeller ceux-là qui sont en charge de nous gouverner, de prendre cela avec beaucoup de sérieux et de prêter oreille à ce que disent le peuple que nous représentons, hein, parce que nous sommes là aujourd'hui, nous travaillons pour ce peuple. Bon, moi, il y a un autre aspect, moi, qui a retenu beaucoup mon attention, notamment parce que
ça me passionne au niveau de l'Assemblée nationale, la stratégie de développement d'ici à 2030, qui est très ambitieuse et que vraiment, moi, elle a retenu mon attention beaucoup plus avec l'impôt substitution, sauf que quelqu'un l'a dit ici tantôt que nous devons faire des revendications pour nos populations, mais sauf que lorsque nous faisons des revendications pour nos populations et que nous essayons de voir comment le gouvernement se projette pour que ces populations puissent avoir la satisfaction dont elles ont besoin, on s'interroge parce que l'impôt substitution en réalité, je pense, ou bien je continue à croire que c'est un slogan creux qui, à ma foi, ne pourra pas, d'une manière efficiente, résoudre le problème des Camerounais. Parce qu'on ne peut pas parler d'impôt substitution dans un pays où on n'a pas d'énergie, dans un pays où on n'a pas de route, dans un pays où même la formation, même, elle a encore beaucoup de choses à intégrer. Donc, globalement... On assiste au même plénière à l'Assemblée, Roland. Pardon? On assiste au même plénière à l'Assemblée. Non, sûrement pas, parce que vous savez que moi j'ai souvent l'habitude de le dire. Ça dépend de ce qu'on entend et ça dépend de ce qu'on voit. Vous siégez à la commission des finances, comme vous l'avez si bien dit. Hein. Non, mais les plénières, vous n'y êtes peut-être pas souvent, mais moi j'y suis souvent et j'y participe activement. Et nous savons très bien quelles sont les positions que nous avons l'habitude de prendre à l'Assemblée nationale. Je dis et je répète, je le réitère, que l'on ne peut pas parler d'impôt substitution, c'est-à-dire la transformation locale, bien la transformation même d'un certain nombre de richesses si nous n'avons pas d'énergie stable. Vous ne pouvez pas parler de développement dans nos communautés ou bien dans nos communes lorsque les ressources ne sont pas totalement transférées dans ces communes-là. Les 15% que la loi demande d'être transférés dans nos communes ne le sont pas. Comment est-ce que les mairies vont fonctionner et impulser le développement si cela n'est pas fait? On transfère les compétences, mais les ressources ne suivent pas. Vous savez, même si je n'étais pas venu pour ça, mais il est difficile de parler du Cameroun aujourd'hui et de quoi que ce soit sans évoquer la crise, ce qu'on appelle la crise anglophone. La crise anglophone nous amène à dire quelque chose qui s'applique aussi à ce que je vois là, c'est-à-dire que chaque fois que nous devons parler, on peut avoir le maillot du PCRN, c'est ça pour elle. Maillot du RDPC ou du SDF, mais il faudrait qu'on sache que le maillot du Cameroun est au-dessus de tout ça. Absolument. Et donc, qu'en réalité, chacun se dispute la primauté pour dire mes idées pour le Cameroun sont meilleures, mais ce n'est pas mes idées contre les siennes, non. C'est pour le Cameroun. Donc, il faut qu'on sache qu'à la base, on est des frères et que nous voulons en réalité la même chose. Il n'y a pas un camp qui doit être le camp du sous-développement et un camp qui serait opposé. Non, nous sommes tous dans des camps qui prétendent vouloir apporter le développement. Et si on a ça en tête, on n'arrive ni à l'Assemblée ni ailleurs avec des idées arrêtées. On arrive en se disant, je pense que mais je vais l'écouter quand même. Et ce qu'il dit pourrait enrichir ce que j'ai, ou ce qu'il dit peut améliorer et peut donc être meilleur, et on prendra cela. Et donc pour revenir à la crise anglophone qui est au-dessus de tout ce que nous disons là, moi je pense à ceux qui se battent là-bas, qui sont persuadés qu'ils défendent une cause. C'est pas juste de dire, comme les Sud-Africains, il faut savoir que lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le président sud-africain avait demandé à tous les bandits d'observer une trêve en disant, parce que vous savez que la criminalité en Afrique du Sud c'est quelque chose, mais il avait dit voilà, nous recevons des étrangers, vraiment je vous demande pendant un mois de déposer vos clés, un cessez-le-feu et tout. Et moi, quand j'étais là-bas, quelqu'un m'a dit un soir, j'avais un blouson, il m'a dit, mais tu sais, aujourd'hui, ton blouson, tu peux le laisser là, on va te le ramener. Mais ici, en temps normal, on te l'aurait arraché du dos. Donc, c'est pour dire que
au-delà de la trêve, parce que nous recevons des gens, parce qu'après tout, même en considérant que il y a un autre pays appelé Ambazonie, cet autre pays ne vit pas seul. Il aurait besoin des autres. Vous ne pouvez donc pas, pendant la CAN, avoir fait peur aux autres et demain leur dire que vous allez vivre avec eux, c'est pas possible. Donc, la paix pendant la CAN s'impose à tous dans l'intérêt de chacun, y compris de celui qui est séparatiste acharné, c'est que demain, il vivra avec les voisins, il devra vivre avec toutes ces équipes qui viennent là, donc il faut leur montrer qu'on sait vivre ensemble. Maintenant, au-delà de tout, pour la crise elle-même, je ne peux pas ne pas imaginer la partie anglophone dans quelques années, pour en appeler à tous ceux qui se battent et surtout aux moyens de leur combat. Quand on empêche des enfants d'aller à l'école pendant 5 ans, déjà nous qui sommes allés à l'école tous les jours, nous nous plaignons qu'il y a les fils à papa qui ont fait que, et nous on n'a pas la place que, et tout ça. Alors vous imaginez si en plus de ça, vous n'êtes pas qualifié parce que vous n'avez pas été à l'école. Si vous avez ce trou de 5, 6, 7 ans, il faut qu'ils imaginent quand ils ont commencé, peut-être qu'ils n'y pensaient pas. Mais s'ils y avaient pensé, parce que pour qu'une solution soit bonne, on nous a appris à l'école qu'il faut imaginer la progression, c'est-à-dire que si tu vas vers l'infini, ça donne quoi? Si tu répètes ça pendant longtemps, ça va donner quoi? Donc si vous refusez aux gens le droit d'aller à l'école pendant 1 mois, pour savoir si c'est ça la solution, imaginez ce que ça donne si vous faites ça pendant 10 ans. Si vous faites ça pendant 10 ans, vous avez des illettrés complets, et même si on vous donne un pays demain, comment vous faites? Comment vous allez gérer votre pays avec ce trou dans les générations qui fait que pendant 10 ans, les gens ne sont pas allés à l'école. Donc, vraiment, je ne sais pas. J'en appelle à nos frères qui sont là-bas pour dire que nous sommes sensibles à ce qui s'y passe et à tous les niveaux. Nous sommes sensibles, oui, pour la CAN, mais nous sommes sensibles, comme je le disais, pour notre vie quotidienne, pour ce qui se passe là-bas. Quand on ne va pas au travail, c'est vrai qu'on a été éduqué à penser que le patron a un sac d'argent pour payer. On n'a pas mis le salaire en rapport avec le travail. Et donc, les gens croient qu'ils peuvent empêcher des salariés, des ouvriers de ci, d'ici de travailler et qu'ils continuent à avoir des salaires. C'est pas possible.